masterclass quand même si en virtuel, à mon avis, ça se passe bien. Je vois que vous vous chauffez bien sur les stands, donc à mon avis, c'est que vous éclatez quand même. Alors, dans quelques minutes, logiquement, vous verrez dans l'onglet remise de prix, je vous ai envoyé un email les noms des 10 groupes qui devront pitcher juste après la conférence. Donc, ces groupes-là, préparez-vous un petit peu. Vous aurez 6 minutes pour pitcher chacun. Et donc, les étudiants voteront après pour le groupe le plus éloquent et le meilleur projet, finalement. Donc, les jurys ont déjà fait une présélection. Maintenant, ce sera à vous, bien sûr, d'élire les groupes finaux. Donc, restez bien sûr jusqu'au bout de la masterclass parce qu'à 17h15, il n'y a pas que les prix des meilleurs groupes, hein, il y a les prix aussi des groupes du matin. Donc, le stand le plus attractif, le coup de cœur du jury. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et donc, maintenant, on accueille Cyril Brignon from San Francisco. Mon anglais est terrible. Ça va, Cyril? C'est tôt chez toi? C'est un petit peu tôt, là, il est 6h30 du matin, mais ça va. Si Voilà. j'ai pas l'air réveillé, c'est normal. Bon, en tout cas, merci d'être là, hein. C'est vraiment super d'être là. Donc là, les étudiants, je vois, se connectent petit à petit. Ils étaient encore en train de défendre leur projet devant les jurés. Donc ils sont en train de finaliser, mais ils vont nous rejoindre petit à petit. Alors les étudiants, vous pouvez bien sûr interagir sur le chat. Je dirai en direct si vous avez des questions, si vous voulez dire bonjour aussi, ça serait sympa. Vous pouvez directement interagir dans le chat. Pour les plus motivés, vous pouvez même allumer vos caméras. Et donc, bien sûr aussi, bonjour à tous les visiteurs qui ne sont pas des étudiants, qui nous rejoignent. Donc, bonjour aux tuteurs qui sont là, bonjour aux visiteurs tout court, et bonjour aux formateurs qui nous ont suivis jusqu'au bout, parce que les formateurs étaient très investis dans leur rôle de jury pour certains, notamment Hélène qui nous envoie plein de mails, qui a des petits coups de cœur. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Cyril, je vais te laisser la parole, du coup. Alors, Bonjour à tous. de quoi tu vas nous parler? Je suis très heureux d'être là pour partager avec vous un petit peu mon expérience de créer une start-up. Avec un petit peu de background, j'ai rejoint les États-Unis en 2000, où j'ai eu le plaisir de travailler pour autant des grosses boîtes comme Hewlett-Packard, mais aussi créer 3 startups. Une qui tourne toujours en compagnie indépendante, une que j'ai vendue en 2017 et une que je viens juste de créer l'année dernière. On a fait une levée de fonds de 3 millions de dollars en pré-seed l'année dernière en avril. Et pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui? C'est parce que on a décidé de lancer cette startup aussi en France. Donc, on est venu l'implanter à Nantes pour ramener ce qu'on crée aux États-Unis en France. On l'a implanté en septembre l'année dernière, donc il y a quelques mois à Nantes. C'est la première fois que personnellement je lance quelque chose en France. Et donc, c'est vraiment l'idée de ramener ces technologies créées aux États-Unis en France. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est partager quelques lessons learned que j'ai eues sur les 20 dernières années à créer des sociétés, des startups, à les lancer. Ce que j'ai appris, et spécialement au début de ma carrière. Donc, c'est 5 ou 6 petites lessons learned vis-à-vis de cette phase de création d'entreprise quand on sort juste de l'école. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne vais pas voir la chat, mais Salomé me les converra. Alors, comment est-ce que je partage? Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit bien, Cyril. Oui, d'accord. Donc, moi, à l'origine, je suis de Lyon. J'ai fait mes études à Lyon. Et donc, je suis parti aux États-Unis en 2000. Quelques mois avant le crash de la bulle de 2000. C'est un peu une expérience d'arriver aux États-Unis où tout était… le premier jour, on m'avait donné 3 laptops en tant que stagiaire et c'était un petit peu la porte ouverte à tout. Et un mois plus tard, on ne pouvait plus acheter un stylo à cause du crash. Tout allait mal. Mais j'avais eu la première impression que j'avais eue quand j'avais commencé mon premier job, c'était vraiment que beaucoup d'étudiants, incluant moi, ne doesn't make it count. C'est-à-dire se disaient je ne suis pas, j'ai pas beaucoup de connaissances, je vais commencer à apprendre tranquillement, etc. En fait, je me suis rendu compte que très rapidement que c'était une erreur, que le premier job, c'est vraiment le premier pied à l'échelle, on va dire hiérarchique dans les boîtes, et qu'il faut se lancer sur ce qui nous fait plaisir.
Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un manager, un directeur à l'époque qui vraiment m'a poussé dans cette direction. Donc, chez HP, je suis rentré en tant que stagiaire. En résumé, j'apportais le café dans un groupe où le plus jeune employé avait 20 ans de plus que moi. J'étais la seule personne à ne pas avoir un doctorat. C'était un groupe de docteurs de 15 personnes qui étaient répartis entre le Japon, l'Inde et les États-Unis. Parce que mon directeur m'a dit si tu as envie de devenir manager, vas-y, pousse-toi. En fait, à 25 ans, donc 2 ans plus tard, j'étais le manager de ce groupe, qui était à l'époque le plus gros groupe de recherche de HP. En fait, ça s'est très très bien passé. Alors, je pensais ne pas avoir les capacités. C'est assez bizarre de se retrouver manager d'un groupe de recherche. On est le seul à ne pas avoir le docteur et que son plus jeune employé a 20 ans de plus que soi. Surtout quand 2 ans plus tôt, en fait, c'est moi qui leur apportais le café, c'était moi leur petit stagiaire. Et en fait, ça s'est passé très 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 bien. Donc moi, ma leçon que j'ai eue là-dessus, c'est que pour tous mes employés d'après, j'ai fait la même chose. Je leur ai toujours poussé à leur dire, si vous avez envie de prendre de la direction managériale, si vous avez envie de prendre de la direction technique, quelle que soit la direction, ne vous sous-estimez pas. Si c'est vraiment ce qui vous éclate, si c'est vraiment ce que vous avez envie, allons-y, essayons. Parce que vraiment au début, c'est très facile de progresser très très vite. Ça devient plus compliqué un petit peu plus tard. Donc il faut se lancer, il faut y aller croire en soi si on en a envie et si ça nous excite. Donc moi je me suis retrouvé comme ça à manager ce groupe-là pendant 5 ans après ça, où on dirigeait toute la recherche de HP au niveau mondial sur tout ce qui était l'IoT et le RFID. Et ça a été passionnant. Et je remercie énormément mon directeur de m'avoir donné cette opportunité. Mais croire en soi, y aller sur son premier job. La deuxième chose, c'est l'immigration. Alors que vous soyez français, que vous fassiez une start-up à l'étranger, que vous soyez étranger et que vous faites une start-up en France, l'immigration est très très dure, souvent quand on se retrouve en dehors d'une grosse structure. Donc moi, dans mon cas, j'étais à HP, j'étais aux États-Unis. Je n'avais pas spécialement envie de rester aux États-Unis, je me suis dit, rentrerai en France, j'ai envie de faire ma vie en France. Donc, toutes les offres d'HP qui auraient rendu mon immigration, ma carte verte et tout ça facile, je les ai ignorées. Et quand je me suis retrouvé à vouloir faire ma start-up en 2009 avec ma carte verte refusée, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai des gros investisseurs derrière moi, tels que le fondateur de PayPal, le président de Fox Media, à l'époque le chairman de MySpace, etc. Ils vont écrire des lettres au gouvernement. Ça va passer très très bien et je me suis retrouvé quand même avec une start-up, une maison aux États-Unis à devoir partir et quitter le territoire pendant 2 ans. Donc là, la conclusion ici, c'est si vous êtes étranger et que vous voulez faire votre boîte en France, ou si vous êtes français et que vous voulez faire votre boîte à l'étranger, si vous avez l'opportunité de résoudre les problèmes d'immigration, même si vous n'avez pas le plan de rester où vous êtes, prenez-le, ça ne coûte rien. Si c'est par hasard les États-Unis, vous pouvez même prendre une carte verte et la rendre et ça n'a aucune conséquence fiscale si vous le faites dans les 5 premières années. Donc, si on veut être entrepreneur, ne pas s'ajouter des problèmes que l'on a pu résoudre facilement. Il y en a déjà bien assez. Donc, résoudre les problèmes facilement si on en a l'opportunité, c'est quelque chose que je vois énormément aux États-Unis en fait. Des Français qui viennent aux États-Unis, qui se disent moi je passe aux États-Unis, qui 3 ans plus tard ils n'ont pas bien résolu leurs immigrations, se lancent à faire leur start-up, et là, c'est très, très dur, dans une petite structure, des fois, de résoudre le problème. Donc, les problèmes faciles, comme l'immigration, on les résout dès que l'on peut. Le troisième point dans la vie d'une start-up, c'est l'equity, les stock options. Je vois beaucoup de start-up qui, dès l'origine, se plantent parce que les fondateurs ne se mettent pas d'accord sur qui possède quoi. Et je vois aussi beaucoup de startups où les gens rejoignent, où les fondateurs créent et ramènent des investisseurs et ne lisent pas très très bien les petites fine prints de c'est quoi les preferred stocks, c'est quoi les anti-dilutions, c'est quoi, etc. Et qui ont des grosses surprises. Et en fait, ces boîtes, souvent, ça se finit mal, ça se plante juste parce qu'on n'avait pas très bien compris les clauses, parce qu'on était resté bloqué sur « Oh, on m'a donné 1%, donc le jour où la boîte se vend, j'ai 1% de la boîte ». Ce n'est pas vrai. Il faut lire toutes ces fine prints. D'ailleurs, ça surprend souvent mes investisseurs dans les boîtes que j'ai fait. Moi, je négocie plus les fine prints que le pourcentage parce qu'en fait, à la fin, c'est souvent ça qui compte. Alors, si une boîte se vend très bien, toutes les clauses de protection des investisseurs tombent. Et oui, 1% va souvent représenter 1%. Il faut quand même enlever la dette si la boîte avait pris des prêts. Et aux États-Unis, les boîtes prennent souvent des très gros prêts.
Mais si la boîte se vend juste normalement, il n'y a pas eu une énorme augmentation de la valeur de la boîte par rapport au dernier tour d'investissement, les investisseurs ont ce qu'ils appellent des preferred stocks qui ont des anti-dilution protection. Et ces stocks vont se convertir en un stock, ou deux stocks, ou trois stocks communs par employé en fonction de ces protections. Et donc, vous, si vous avez 1%, vous allez peut-être vous retrouver à 10 fois moins, et voire à 0 en fonction de ce que c'est marqué. Donc, quand on vous donne, quand vous êtes fondateur et qu'un VC, un investisseur vient et vous donne ses papiers, il est très important de regarder et de comprendre ces clauses. Vous aurez un avocat, donc on pourra vous les expliquer. Mais personne ne les regarde la plupart du temps et on se retrouve avec de très grosses surprises. Même chose quand vous êtes un employé, qu'on vous dit je vais vous donner 2% de la boîte, regardez ces 2% de quoi, et spécialement quelles sont quelles sont les protections que les investisseurs ont et la taille de la dette de cette boîte, c'est une boîte qui existe déjà depuis longtemps. Une fois qu'on le sait, on peut négocier, on peut être confortable et ça ne peut ne pas créer de problème plus tard. Quand on le découvre 6 mois après la licence de la boîte ou quelques années après, ça crée beaucoup de problèmes. Et je dirais c'est une des top 3 raisons pourquoi je vois des startups qui se plantent, c'est des fondateurs qui se fâchent ou des fondateurs qui se fâchent avec les investisseurs parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte. Donc ça, dès le début, posez les questions et comprenez quand on vous dit j'ai 30% de la boîte, je suis cofondateur, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux investisseurs. Ce serait bête de planter cette boîte juste à cause d'une mauvaise compréhension et c'est très courant malheureusement. Fundraising. Au début, moi, je pensais que ce qui était important pour lever de l'argent, c'était l'idée. C'était l'idée. Je me suis rendu compte très très vite qu'en fait, l'idée est importante, bien sûr. Mais c'est très rare d'avoir une idée qu'il n'y a pas déjà 10 personnes qui l'ont eu. Les smartphones, moi j'avais un smartphone HP en 2000, à peu près 8 ans avant l'iPhone. Aux États-Unis, la plateforme VRBO existait 10 ans avant qu'Airbnb ne se lance pour louer des maisons. J'avais un MP3 player en 99, bien avant que les iPods et autres sortent. Enfin, les exemples, je peux continuer. MySpace existait avant Facebook, 5 ans avant Facebook. Donc les idées d'un social network, c'est pas Facebook qui les a inventées. L'idée est très importante. Je suis pas en train de dénigrer l'idée, mais l'équipe qui va amener cette idée sur le marché, la façon dont elle va amener l'idée sur le marché, est-ce qu'elle est capable, elle amène de la connaissance qui a une valeur pour la boîte. C'est aussi important que l'idée, si ce n'est plus. C'est pour ça que toutes ces boîtes qui ont repris des idées et qui les ont lancées 10 fois mieux que celui qui les avait fait avant, c'est là où est la valeur. Donc, ne pas sous-estimer l'équipe. L'équipe est réellement la valeur de la boîte et c'est ça qu'un investisseur va regarder. Donc, quand vous pitchez, surtout aux investisseurs, ne pitchez pas uniquement l'idée, mais comment vous êtes les bonnes personnes pour emmener cette idée et la rendre successful. De mon côté, moi j'ai créé 3 startups. Batter.tv, qui a été notre investisseur principal, était le Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal et le cofondateur d'Elon Musk. J'ai repris une startup qui s'appelle Ariane, dont je suis devenu PDG, où on a levé plus de 40 millions. Et là, je viens donc juste de lancer Vectis l'année dernière, qui est une plateforme. Alors, Ariane, c'était une plateforme IoT qui faisait tous les produits connectés de Whirlpool, de Osram Sylvania, les ampoules, etc. Donc, c'était la plateforme qui était derrière pour gérer tous ces produits. Vectis est une plateforme un software de gestion des équipes de data science et d'intelligence artificielle pour les grosses boîtes. Donc, dans toutes ces levées de fonds, l'idée, on essaie de la pitcher autant que l'équipe. Parce que tout le monde a des idées. Très peu d'équipes sont capables de les emmener sur le marché et de les rendre successful. Donc vraiment, mettez en avant l'équipe. Les investisseurs sont très heureux de comprendre est-ce que c'est la bonne équipe pour emmener cette idée sur le marché et la rendre successful. Et bien sûr, est-ce que c'est la bonne idée aussi. En parlant de l'équipe, alors l'équipe, quand je suis arrivé aux États-Unis, je pensais que pistonner quelqu'un était une mauvaise idée. J'ai dû être formé à un format qu'on avait en France il y a une vingtaine d'années, qui est le piston n'est pas bon. J'ai été très très surpris que une semaine après avoir été embauché à HP, j'ai reçu un petit paquet de la boîte qui m'expliquait que si je pistonnais quelqu'un, on allait me payer 6 000 €.
Ah, ça, j'ai pas compris. Donc, j'ai appelé mes amis qui étaient à Google et à d'autres compagnies et je leur ai dit, mais est-ce que c'est pareil chez vous? Et ils m'ont dit, oui, oui, chez nous, c'est même plus que ça. C'est 10 000 euros, 11 000 euros, 10 000 euros. Je me suis dit, mais si je distingue quelqu'un, la je ne comprends pas. En fait, c'est un mode de pensée qui est différent. Et je pense que c'est en train de devenir beaucoup en France. C'est le principe, c'est que si on est un bon employé et qu'on recommande quelqu'un, bien sûr, cette personne a quand même passé les interviews, mais on a beaucoup plus de chances d'avoir une nouvelle personne que l'on embauche qui soit meilleure que si c'est un headhunter qui a été chercher quelqu'un que personne ne connaît. Donc, cultiver son réseau dans les grosses boîtes et pousser les employés à aller chercher des amis à eux que les employés considèrent être bons, c'est quelque chose qui se fait dans Silicon Valley depuis de nombreuses années, je pense que se fait en France maintenant, et on donne même des rewards aux employés pour le faire. Dans une startup, c'est encore plus important. Parce que dans une startup, aller se payer des headhunters à 20 000 euros pour aller chercher les bonnes personnes, ça coûte très très cher. Donc, de pousser les employés qui doivent être bons, qui les ont embauchés, à trouver des amis à eux qui doivent être bons aussi, et même rewarder ces employés pour aller chercher leurs amis et les ramener s'ils sont bons dans la startup, c'est un outil très très important. Donc, comme le point numéro 4, c'est l'équipe est plus importante pour une startup autant que l'idée. Le point numéro 5, c'est comment je trouve ces équipes, c'est utiliser son réseau. Et ne pas s'apistonner, bien entendu, c'est un côté négatif, mais c'est vraiment essayer de ramener le plus de personnes de ce réseau, qui sont des personnes de confiance, et pas parce que c'est des amis, mais parce que c'est des gens qu'on pense vraiment, avec qui on a peut-être travaillé avant, ou qu'on a vu travailler, et qui pensent qu'on amener de la valeur à la startup. Moi, je sais que dans les 3 startups que j'ai là, je dirais que 50% de mon temps n'est pas à travailler sur le produit, n'est pas à travailler sur les clients, mais c'est réellement comment est-ce que je vais créer la meilleure équipe et comment est-ce que j'embauche des gens plus intelligents que moi. Parce qu'en tant que PDG, c'est un peu fou à dire, mais mon but, c'est de toujours embaucher des gens qui sont plus intelligents et plus forts que moi. Donc, c'est comment je trouve ces gens. Le réseau, le mien, bien sûr, mais aussi celui de mes employés, quelque chose qu'il faut vraiment nurturer pour lancer son équipe quand on démarre et qu'on est tout petit. Aujourd'hui, notre boîte est toute récente, avec quelques mois. On est 16 personnes dans la boîte. Je dirais que plus de la moitié étaient des gens que vous connaissez, avec qui on a travaillé plus tôt, ou des gens que des amis connaissaient, avec qui ils avaient travaillé avant et qui nous ont été recommandés. L'autre moitié a été trouvée avec des headhunters, parce qu'il fallait quand même qu'on trouve des profils très spécifiques, comme on a embauché des docteurs, anciens CTO et autres dans l'équipe. Donc voilà, c'est pas du favoritisme. Allez, créer votre équipe en tant que fondateur d'une startup, c'est vraiment votre task numéro 1, parce que vous ne pouvez pas tout définir dans le produit, vous ne pouvez pas tout définir dans le go-to-market. Il faut bien vous entourer, et c'est ça qui fera vraiment la valeur de votre compagnie, puisque l'idée, elle changera. On le sait tous dans les startups, l'idée de départ, elle changera, elle évoluera, et il vous faut une bonne équipe pour la faire évoluer. Donc voilà, c'est un petit peu les 5 choses, si vous avez des questions ou autres. Merci Cyril. En tout cas, rien qu'en conclusion pour les étudiants, c'est que vous pouvez monter une boîte carrément de CM1, je dirais. Hein. S'il y en a un qui est un peu chaud pour lancer une super idée et piocher dans son réseau d'étudiants pour la développer en France, on vous attend. Hein. D'accord. Je suis partant. J'attends, j'ai une question. Alors Théo, de Théo, donc quand Cyril, tu as créé ta nouvelle startup, est-ce qu'il y avait une prime à l'embauche du coup? Est-ce qu'il y avait une prime à l'embauche? Alors non, pour être honnête, dans la startup au début il n'y en a pas, c'est quelque chose que je mets à chaque fois, une fois qu'on arrive à une vingtaine d'employés. Puisque au début, pour les premiers employés, c'est pas une prime à l'embauche qu'il y a, c'est une très belle. Tous les employés sont actionnaires. Donc pour les premiers employés, ils récupèrent une bonne portion de l'entreprise en fait, en action de l'entreprise, parce que de mon point de vue, je suis autant propriétaire de la startup que sont mes employés. On est tous, à la fin, si la compagnie se vend, on aura tous une jolie exit. Donc en fait, les 20 premiers employés ont beaucoup plus d'actions
puisqu'ils sont là vraiment au début, qu'ils font confiance dans la compagnie, que souvent ils se payent moins, parce qu'au début il faut vraiment garder le plus d'argent possible. Et donc ils sont rewardés plus par avoir une portion de l'entreprise, des actions et autres. Une fois qu'on dépasse les 20 employés, typiquement, c'est là où je commence, où la nombre d'actions qu'on donne diminue un petit peu, on en donne toujours, hein, quel que soit le rôle de la personne. Et là, on commence à mettre en place une politique de prime pour amener des gens dans l'entreprise, parce que de toute façon, si c'est pas un employé qui le trouve, il va falloir que je paye un headhunter. Au minimum, je devrais donner quelque chose à l'employé. Alors, on a une autre question. On a plusieurs questions du coup, parfait. Je vais essayer de toutes les lire. Combien de collaborateurs emploies-tu actuellement du coup? Combien as-tu de collaborateurs? On est 16 et on va essayer. Alors en France, on est juste d'embaucher notre premier employé en décembre. Aujourd'hui, j'ai un ancien CTO, un docteur en data science et un ingénieur, donc 3 personnes en France. Et au total, dans la compagnie, on est 16 aujourd'hui. On va faire grossir l'équipe française, on espère, à une vingtaine d'ici quelque part en 2022. Donc une vingtaine de personnes en France. Et l'équipe américaine, pareil, on va continuer à la faire grossir, on espère être entre 30 et 50 l'année prochaine. Ok. Et donc, une autre question, est-ce que tu penses que c'est plus facile au niveau légal et administratif d'entreprendre aux US qu'en France? Ça peut être la mauvaise réponse, mais malheureusement, oui, beaucoup plus facile. Je pourrais écrire un bouquin. Je n'avais jamais lancé quelque chose en France. Est-ce que c'est compliqué en France? Non. Mais aux États-Unis, c'est juste comment répondre à la question. Vectis, on a décidé de la créer le vendredi matin. Je crois que c'est le 5 mars 2020. Le vendredi midi, j'avais les papiers de la boîte, je les ai déposés. Le vendredi après-midi, j'étais au téléphone avec la banque qui m'a ouvert mon compte le lundi à 8h30. À 9h30, j'avais déposé mon capital et à midi le lundi, la boîte était totalement créée. Donc il s'est passé un week-end avec un petit peu de travail le vendredi, un petit peu de travail le lundi. Le lundi midi, le lundi soir, j'avais mon chéquier. Je pouvais commencer à dépenser, etc. Donc, une boîte aux États-Unis, c'est ça. Alors, ça peut très mal se créer en 24 heures, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur, surtout les statuts et autres. Mais ça peut se créer en 24 heures et on embauche son premier employé le deuxième jour. En France, le process est différent, il faut publier dans les journaux, ça prend un certain temps. Je n'ai toujours pas fini de faire le setup de ma boîte avant trouvé 7 ans. Gros avantage en France, par contre, c'est que énormément de personnes qui sont là pour vous aider, pour vous tenir la main si vous l'avez jamais fait, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit les écoles de commerce, que ce soit les régions, énormément d'aide, comme n'a pas aux États-Unis. Donc il y a aussi beaucoup d'avantages à faire en France, mais si on l'a déjà fait aux États-Unis, la blague qu'on a dans Silicon Valley, c'est que si on a un entrepreneur successful en France, on va être très successful aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus simple. Par contre, il y a beaucoup moins de gens qui vont vous tenir la main la première fois aux États-Unis. Je pense que créer sa première boîte est plus facile en France parce qu'il y a beaucoup d'encadrement, alors qu'aux États-Unis, c'est un peu mode cowboy de ce côté-là. On est tout seul, on y va, on fait plein d'erreurs, c'est pas grave. Comme le reste. J'ai une autre question, Cyril, pour toi. Est-ce que le plus kiffant, c'est de développer la startup ou de créer la suivante? Aujourd'hui, on est au début de l'histoire. Donc, au début, la récolte, c'est créer la startup, c'est ça qui est le plus excitant. Mais je dirais les deux. J'arrive pas à différencier les deux. Je pense que c'est ça qu'un entrepreneur, faut être excité parce que c'est dur. Il y a plein de choses à faire, c'est challenging, etc. C'est dur de créer la startup. C'est plus excitant, c'est vrai, parce que plus facile de créer la suivante. C'est une bonne question, ça. Je ne t'ai jamais posé cette question-là. Je dirais quand même créer la startup. C'est le côté construire. Comme je l'ai dit avec les équipes, c'est plus le côté construire une chose réelle qui m'excite que brainstormer sur l'idée suivante. Je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'est ça. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce que si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais pas retenir tout le monde plus longtemps. Alors, merci beaucoup Cyril.
Pour les autres, on a, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'onglet remise de prix, du coup, sont sortis les groupes qui vont pitcher dans quelques minutes. Donc le premier groupe, c'est à 16h20. Donc on peut vous laisser une petite pause entre-temps. Cyril, je ne sais pas si tu veux leur donner un dernier conseil éventuellement pour ceux qui ont envie de se lancer au final. Parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, je sais qu'il y en a qui ont envie de le faire encore. Donc si tu as un petit conseil à leur donner encore. N'hésitez pas, allez-y, c'est extrêmement fun, c'est dur, mais c'est extrêmement fun. Et surtout, discutez bien si vous vous lancez en groupe de vos actions, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est dur, autant le faire au début et après on n'en parle plus. Ne laissez pas ça sur le long terme, sinon ça crée des problèmes trop de fois. Mais n'hésitez pas, allez-y, franchement, c'est des premiers pas qui peuvent faire un petit peu peur, mais une fois qu'on a lancé, c'est un pur plaisir si on travaille dans un domaine où on a envie de changer quelque chose, de révolutionner et de s'éclater à le faire avec une bonne équipe. Eh ben, merci beaucoup. À très bientôt, merci. À bientôt à Merci tout le tous. monde. Au revoir. Et bon café, Cyril. Merci.